Hello, hello Lucie, merci d'avoir accepté mon invitation à ce podcast. Je suis vraiment ravie. On va y aller tranquillement. Tu vas un petit peu nous expliquer qui tu es, ce que tu fais. Et ça va être une super conversation entre Nana et tu vas nous donner quelques clés qui a fait que aujourd'hui tu es entrepreneur. Ok. Alors, qui es-tu Lucie? Je suis Lucie. Je suis Lucie, j'ai 36 ans. Je suis aussi une maman, une femme, une entrepreneuse. Voilà. D'accord. Comment est-ce que tu as toujours été entrepreneur? Quel a été ton parcours professionnel? Oui, principalement, voilà, mes seules expériences salariées, c'était, on va dire, en même temps que la vie étudiante et des moments ponctuels où j'avais besoin, voilà, de job alimentaire, comme on dit, mais sinon, j'ai toujours été à mon compte. D'accord. Tu as toujours fait ce que tu fais aujourd'hui ou tu as expérimenté d'autres choses? Non, j'ai fait d'autres choses qui n'ont rien à voir, les unes avec les autres. On peut dire que j'en suis à ma quatrième entreprise. D'accord. À chaque fois, tu t'es adapté à tes mouvements de vie, sûrement, à des choses qui avaient de l'importance peut-être dans ta vie de femme. Est-ce que tu peux nous parler de cette évolution depuis le début de ta carrière en tant qu'entrepreneur? Oui, alors mon premier, j'ai mon premier projet d'entreprise. Moi, je savais que je voulais être à mon compte parce que pendant mes études, j'avais fait une année où j'étais à moitié en entreprise et j'ai pas du tout aimé. Voilà, mes parents sont entrepreneurs et je pense que j'avais ça dans l'âme et envie de liberté et pas le travail en équipe et avec des gens au-dessus, c'était compliqué. C'était compliqué, pas que ça se passait mal, mais moi, j'étais pas épanouie dans ce schéma-là. Et du coup, mon premier projet d'entreprise, ça a été après mes études une création d'une boulangerie en association avec ma mère. D'accord. Donc en fait, je sors de mes études et voilà, c'est un peu aussi une opportunité de l'endroit parce que Mhm. du coup mes parents avaient un terrain à côté de mon père, il est vétérinaire, il a une clinique vétérinaire, ils avaient acheté le terrain qu'il y avait à côté et dans la ville où ils habitaient, moi je faisais que leur dire à cet endroit-là, il faudrait une boulangerie pour X raisons. Et voilà, et moi je cherchais à créer mon magasin à l'époque sur Toulouse de vêtements. Mais pour un premier projet, c'était très cher, c'était très compliqué de me faire suivre par des banques. Et donc là, c'était une plus petite ville. Et en fait, voilà, un jour, je dis à ma mère, si j'avais quelqu'un pour se lancer avec moi, parce qu'une boulangerie, c'est un gros truc après en termes Mm. d'horaire et d'équipe à gérer, je me lancerai. Et elle m'a dit, D'accord. chiche, je le fais avec toi. T'es pas cap. Voilà. Et du coup, on s'est lancés toutes les deux. On a ouvert, donc c'était carrément une construction du bâtiment, de tout. Et donc, on a ouvert en 2012, je dirais, je crois que c'est ça. D'accord. Voilà, on l'a eu 5 ans. Mhm. C'était une première expérience, comment dire, la réflexion derrière ça, c'était que du business. J'étais pas, D'accord. je suis très transparente avec ça. Je le faisais pour avoir une entreprise et un magasin rentable. J'étais pas passionnée de pâtisserie ou de boulangerie. Donc on avait fait le salon de la franchise à Paris. On avait choisi une franchise qui nous correspondait. Et en fait après j'ai quand même pas mal déchanté parce que ce qu'on nous vend qu'on va gagner, c'est pas vrai. Il faudrait avoir Ouais. plusieurs magasins. Donc, en gros, il fallait, après un an, en ouvrir un autre, après 2 ans, un autre. Et moi, c'était pas du tout, c'était trop. Déjà, je voulais pas tout ça. En même temps, je suis devenue maman. La D'accord. première année où j'ai ouvert, je suis devenue maman, donc de mon premier fils qui a 10 ans maintenant. Et du coup, voilà, moi, on va dire qu'au bout de 2 ans, j'ai compris que j'étais pas bien là-dedans. D'accord. Voilà, j'ai tiré les leçons de ce qui me convenait, de ce qui me convenait pas. Et puis après, il a fallu du temps pour le faire accepter à ma mère qui était mon associée, Eh qui se oui. disait on va pas lâcher tout de suite.
du temps pour l'accepter moi-même, que, entre guillemets, je m'étais trompée, que ça me plaisait pas du tout tant que ça. Et puis après, le temps de trouver quelqu'un qui le rachète. Donc, on l'a gardé, on va dire, ouais, au bout de 2 ans et demi, j'ai dit que je voulais arrêter et on l'a gardé 2 ans et demi de plus. Et où ça a été très dur parce que ça s'est terminé avec quasiment un an sans se payer, quoi. Parce que pour D'accord. diverses raisons économiques, du coup, il y a eu une route qui a été fermée, il y a eu des concurrents qui se sont ouverts à côté, enfin pour plein de raisons. Et voilà, donc ça a été un gros soulagement quand ça a été vendu. Ouais. En toute authenticité, travailler avec sa maman, 2 nanas ensemble et en plus quand c'est ta mère, ça est-ce que ça a pas aggravé le symptôme? Je crois pas parce que ça s'est très bien passé, on a une très bonne relation et on en garde vraiment un bon souvenir plutôt aujourd'hui quand on en parle, c'est genre on l'a fait quoi. Oui. On a fait ça, on a fait ça ensemble. Elle, c'était un défi pour elle aussi parce qu'elle a toujours travaillé avec mon père et que là, c'était son entreprise à elle, pas du tout dans le métier de son père et elle avait 53 ans quand elle s'est lancée avec moi et voilà et on était très complémentaires, on n'avait pas du tout les mêmes compétences en fait. Et D'accord. voilà. Après, ce qui a été un peu plus difficile, c'est, on va dire, dans la façon de gérer. C'est des gens, je sais pas si c'est une question d'époque ou quoi, qui ont du mal à déléguer. Alors que moi, clairement, mon but, c'était une entreprise où j'y vais le moins possible. Oui, Je la bah, fais oui, oui. tourner, voilà, je la lance. Pendant les 6 premiers mois, j'ai fait 100 heures par semaine. Les 6 mois qui ont suivi, j'ai diminué petit à petit. Puis après, on a fait quand même une très belle première année, donc on a pu embaucher plus. Et il y avait des incompréhensions sur ça. Elle comprenait pas que moi je vienne que à 10 heures le matin, mais moi je dis j'ai embauché 2 personnes, une à 5 heures, une à 6 heures, c'est pas pour venir à 7 heures. Donc Oui, du coup il y avait un peu des fois voilà sur des choses comme ça, mais c'était pas de quoi ouais. se fâcher, c'était juste au bout d'un moment je dis mais moi c'est comme ça que je travaille. Et... Oui, parce que clairement, la génération supérieure à la nôtre, ils ont une image de l'entrepreneuriat où il faut en fait se tuer à la tâche, on va le dire Ouais voilà. clairement. Il Ouais. faut vraiment se donner corps et âme à son emploi, alors que nous, notre génération, on essaie, alors c'est pas, c'est très bienveillant ce que je dis, attention, Mm, on essaie de travailler plus intelligemment, je mets des mm. guillemets là, Oui. on essaie vraiment de créer de la valeur avec ce qu'on fait et pas de se tuer parce que Mm, clairement c'est pas le but d'aller au boulot avec mm, la boule au ventre et de dire ouais non mais ce que je fais ça me plaît pas mais puis en plus j'y laisse ma santé quoi. mhm. Et puis voilà, moi, pardon, moi j'avais en plus la franchise, si tu veux, où on faisait des points sur ça, qui nous aidait pour la gestion et qui, eux, m'avaient vendu le projet en me disant être, parce que moi j'avais 23 ans, donc j'avais un petit peu ce syndrome d'être employeur de gens plus âgés que moi et tout ça. Donc du coup, il m'aidait sur ça et il m'avait dit, en fait, il faut que tu arrives à montrer à tes employés que tu viens 3 heures, mais alors pendant 3 heures, t'as pas un travail de dingue. Ils te voient faire, ils sont là, ok, donc elle, en 3 heures, elle arrive à faire tout ça. Mais après, tu t'en vas. Moi, c'était ouvert de 6 heures du matin à 20 heures. Ils m'ont dit, le but, c'est pas que tu ailles de 6 heures à 20 heures. Ouais. Sinon, t'embauches personne et tu fais, voilà. Mais du coup, moi, j'avais entendu ça et c'est vrai que je gardais ça en tête. Par contre, quand j'y allais, je savais tout faire, je savais tout gérer, je savais où on en était, je laissais des consignes claires pour quand je partais. Mais par contre, si à 14 heures, je voulais partir pour passer l'après-midi avec mon fils, je partais. Et moi, j'étais plutôt dans cette dynamique-là et je pense que ma mère, elle était comme elle a toujours vu ça, enfin, avec l'entreprise de mon père, ils ont toujours travaillé comme ça et ça a donné une très belle entreprise, hein, ça a très bien fonctionné, mais c'était plutôt toujours le souci de faire mieux, que ça marche mieux, que les gâteaux soient encore plus beaux, que le pain soit encore meilleur, que les salariés soient encore mieux, que les pauvres, si on vient pas les aider à 9 heures, et ben du coup, ils sont dans le jus à midi. Et il y avait toujours tout ça, donc forcément, elle venait de plus en plus tôt. Mais oui, j'étais d'accord avec elle que si tu viens de plus en plus tôt, le magasin il est de plus en plus beau. Mais moi, je voulais un équilibre entre les deux. Donc voilà. Mais après, ça n'a pas été compliqué. Elle a été très très soutenante quand moi j'ai voulu arrêter et qu'il y a eu ce problème avec les travaux. J'en ai profité. Moi, je suis partie 4 mois en voyage avec mon mari et mon fils parce que c'était à l'arrêt en fait. On se regardait et on voulait D'accord. pas, voilà, on voulait pas licencier nos employés.
Et du coup, moi, je suis partie. Elle l'a géré pendant 4 mois. Et après, l'année avant de le vendre, je suis partie vivre à 2h30 de là où on avait monté notre boulangerie. Et donc, pendant quelques mois, presque une année, je venais que 3 jours par semaine pour l'aider, enfin voilà, pour la gérer avec elle. Et dès qu'elle voyait qu'il y avait une possibilité que je vienne pas, elle me disait de pas venir. Elle l'a tenue jusqu'au bout. Elle a été très soutenante. Elle comprenait bien que pour moi, là, c'était plus très drôle à presque, ouais, à 30 ans, de venir bosser sans gagner le sou et de pas être dans l'endroit où je voulais être. Donc, entre nous, ça s'est très bien passé, on va dire. C'était une bonne association. Bon, tant mieux. Mais c'est beau ce que tu dis et c'est très authentique parce que non, la création d'entreprise, être entrepreneur, c'est pas toujours le fun. Non. C'est bien de le souligner parce que quelquefois sur les réseaux sociaux, on voit ouais, sois entrepreneur, la liberté et tout ça, mais oui et non. Et des fois non. Et avant de d'arriver à ce que tu veux vraiment, bah, il faut passer par plusieurs étapes et il faut passer par plusieurs prises de conscience et par plusieurs leçons. Donc ça a été ta première leçon. Est-ce que tu te dis au final que faire quelque chose juste pour le business, c'était une mauvaise idée? Oui, c'est la leçon que j'en ai tirée. C'est que quand tu le fais que pour l'argent, j'aime pas trop cette expression parce qu'on dirait quelqu'un qui devient requin alors que je suis restée humaine avec mes employés, avec ma mère, avec voilà, j'étais pas j'aime quand on le dit comme ça, mais en gros c'était ça, c'était un projet juste un business plan, il va se passer ça, ça et ça, je vais retirer tant de bénéfices et c'est pour ça que je l'ai fait. Et du coup, après, moi j'ai découvert que j'ai quand même beaucoup aimé ce qui était manuel. J'aimais beaucoup moi, être dans le labo derrière et fabriquer des choses. Le contact client, c'était pour moi très compliqué parce que c'est un peu, à cause du supermarché, c'est un contact où il y a 8 clients sur 10 qui te calculent pas. Qui te disent une baguette là-bas, qui te la montrent comme ça. Et toi, c'est ton Ouais. chez toi, tu l'as construit, t'es là depuis 5 heures du matin des fois et voilà, c'était un peu difficile. Je préférais être derrière et faire des choses avec mes mains. Et après, oui, la grande leçon que j'en ai tirée, il y en a deux, c'est que je savais que je voulais être à mon compte, ça c'était sûr, et parce que j'avais pas de regrets sur ça. Je dirais peut-être qu'il y en a, oui, il y en a trois. La deuxième, c'était qu'il fallait que je fasse quelque chose qui me plaise vraiment. Et la troisième, c'était que je voulais pas d'employé. Je suis pas faite pour ça, j'ai détesté ça. Ouais, c'est pas facile de gérer de l'humain parce qu'on a tous des contextes différents. Et Mm. toi, tu vas voir les choses à travers ton prisme et ton employé à travers son propre prisme à lui. Mm. Et pour accorder les deux, c'est quelquefois très compliqué selon justement bah, ton contexte, comme j'ai dit. Ouais. Et du coup, ensuite, tu as fait quoi? Et donc ensuite, quand ça s'est vendu, donc ça c'était dans le Gers, on est parti vivre dans les Landes à côté de Housegor avec mon mari et notre fils après notre voyage. Et donc quand ça s'est vendu, j'ai pris du temps. J'ai Oui. pris du temps. Je crois que j'ai pas travaillé pendant 1 an et demi. Mhm. J'ai pris du temps, voilà, parce qu'on a quand même fait un bénéfice en le vendant, plus récupérer l'apport que j'avais mis dedans. J'avais de quoi vivre pendant quelques temps. Et j'ai profité avec mon fils, je me suis occupée de lui, de notre maison, de tout ça. J'ai réfléchi à mes projets futurs. Et il y a eu au milieu un drame familial qui a fait qu'il y a eu quand même un ralenti. Je vivais avec mon frère et ma belle-sœur dans la même maison. On était tous venus vivre ici en même temps et ils ont leur fille qui est décédée à la naissance. Donc toute cette période-là, ben, je n'étais pas du tout dans des projets professionnels. On était dans, dans la vie, quoi. Voilà, accompagner mon fils là-dedans, les accompagner eux, s'occuper d'eux, vivre moi mon chagrin de mon côté. Donc il y a eu toute cette période-là où il n'y avait pas de projet pro. Et à un moment dans cette période-là, je sens que j'ai besoin d'avoir un endroit à moi et de faire quelque chose de mes mains. Et je me suis mise à faire, ça, ça a été, on va dire, une toute petite entreprise dans mon parcours, mais j'ai loué un petit bureau et je me suis mise à faire des macramés que je vendais D'accord. sur internet. Alors, pas de quoi en vivre, en gros, ça me payait mon bureau, mais je suis pas partie très loin dans cette entreprise là. Et mais voilà, c'était plus une bulle pour sortir un peu de la maison, du quotidien et me remettre un petit peu voilà, puisque vu que j'avais découvert que j'avais envie de faire quelque chose de mes mains, j'ai voulu essayer ça. Je me suis rendu compte très vite que ben faire
le temps que ça prenait pour que ce soit rentable, il aurait fallu qu'un macramé que tu accroches au mur assez grand, mais pas non plus énorme, il aurait fallu que je le vende 500 € quoi. Donc Oui, voilà, donc ça s'arrête assez vite, voilà, donc ça m'a permis de faire, de me poser. Et puis après, en fait, avec mon mari, du coup, on a racheté un restaurant. ouais, Donc là, dans les Landes, donc un restaurant, mais type pas du tout en mode on veut plus avoir de vie, un restaurant que le midi dans une zone en fait où c'est une zone ici où il y a beaucoup de magasins d'usines, beaucoup de bureaux, beaucoup de voilà, comment on dit, une zone artisanale, commerciale oui. quoi. Voilà. Donc c'est ouvert que du midi, du lundi au vendredi et voilà, on a racheté ça tous les deux et là que nous deux sans employés. Moi en cuisine, puisque moi je préférais être derrière, et que lui il a des grandes qualités pour être devant, il a des super qualités relationnelles et voilà, donc on a ouvert ça tous les deux. Ça s'est très bien passé, c'était très chouette et le Covid est arrivé. Ah oui, Voilà, ce fameux ce Covid. fameux Covid Ouais. et il est arrivé en même temps que mon second enfant. Donc du coup, je tombe enceinte en février et Mhm. en mars on nous dit de fermer le restaurant. Génial. Donc, du coup, quelque part sur le coup, j'ai un petit peu le truc de, tu sais, comme quand t'es à l'école, t'es petit, quand on te dit le prof est pas là, il y a un petit soulagement quand même, tu vois. Parce Oui. que, en fait, j'étais enceinte et j'avais des nausées terribles que du coup, j'ai eu le truc quand on m'a dit de fermer. Je me suis dit, ah, cool, j'y vais pas lundi parce que j'ai envie de vomir et j'ai pas envie de cuisiner. Donc, il y a eu ça, le premier effet, mais après, où, voilà, on a assez vite, déchanté. Quelque part, du coup, c'était une grossesse où bah, j'étais au repos, donc ça, c'était super bien. Mais du coup, ben, en fait, c'était basé sur les aides du chiffre de la première année et notre année avant celle-là, ben, c'était zéro puisqu'on était ouvert depuis 6-7 mois. Et oui, c'est ça qui est Donc toujours, ça a voilà, été catastrophique pour beaucoup d'entreprises qui venaient de se lancer, le Covid, voilà. parce que Mm. effectivement, tu avais besoin de continuer à vivre, mais c'était pas possible. Avec les aides, quand tu étais en création à l'année Mm. 1, c'était très compliqué de continuer. Comment est-ce Ben, qu'il a vécu ça, ton mari? euh, c'est une bonne question. Euh, ben, comme moi, je pense qu'il était aussi quelque part, il y avait le bénéfice pour moi en fait, où il se disait, bah au moins elle est enceinte et elle est pas debout en cuisine quoi. Mais on a eu forcément un stress financier parce que pour faire clair, bah, j'ai fait des comptes et en fait en charge fixe par mois, sans compter les courses ou quoi que ce soit, juste pour que le restaurant reste fermé. On a avec notre emprunt, le loyer, l'électricité, toutes les taxes qui passent et tout, on avait 2 400 € de charge par mois et on avait 1 500 € en aide. D'accord. Donc voilà, donc tu as Les toujours des gens calculs qui... sont pas bons, Kevin. Non, les calculs Ok. ne sont pas bons, mais tu as toujours des gens pour venir te dire, mais c'est génial, vous avez 1 500 € à rien foutre, à rester chez vous. Oui, Oui, c'est non, mais pas ça. du... Ça, c'était... C'est pas gentil de dire ça, mais c'était des salariés qui me disaient ça. Oui, Qui mais ne oui. savent pas qu'une entreprise, ils pensent qu'une entreprise, quand elle est fermée, c'est 0 €. Mais non, elle continue de tourner l'entreprise. Et oui, et encore une fois, on en revient toujours au contexte. C'est Mm, que toi, quand ça fait des années que tu as un train-train et que tu fais les choses, tu sais pas ce qui se passe chez mm, l'autre. mm. Donc la meilleure leçon à en tirer, c'est qu'il ne faut pas faire de suppositions. Voilà. Mm, Arrêtez de supposer de la vie des gens. Vous vivez pas chez eux. mm. Vous Oui. savez pas ce qui se passe. Vous avez pas leurs factures à payer. Donc, s'il vous plaît, Mm. essayez d'éviter de donner des jugements. Ça ne sert personne. Ni Mm. vous, ni la personne en face de vous. Et Bah, ensuite, c'est vrai qu'on avait, par exemple, un restaurant en face de nous et qu'on s'entendait très bien, une fille très sympa. Elle, bah, elle s'en sortait super bien parce ça faisait 4 ans qu'elle était ouverte avec un bon chiffre d'affaires et ils lui ont donné un certain pourcentage et bah, son magasin, elle avait autant de chiffres avec beaucoup moins de charges donc puisqu'elle faisait plus de courses et qu'elle travaillait plus. Donc il y en a, oui, qui se sont bien sortis, mais voilà, chaque situation était différente et nous c'était comme ça. Donc ça creusait notre trésorerie, parce que voilà, pour mhm, le moment, ça creusait juste notre trésorerie. On n'a pas dû remettre d'argent personnel. Et puis quand je vois qu'on commence à devoir remettre de l'argent personnel parce que ça ne réouvre toujours pas,
On a réouvert, en fait, si quand même, ils ont fermé en mars, on a eu le droit de réouvrir en mai à emporter, on a essayé, ça n'a pas du tout fonctionné. Et après, en juin, on a eu le droit de réouvrir, juin vide, pas de clients dans le restaurant. Mm. Et juillet, août, vu que moi je suis dans un endroit très saisonnier, ça a cartonné 2 mois. Mais 2 mois pour attraper une année, c'est pas suffisant. Non. Surtout que moi, j'avançais quand même dans ma grossesse et que ben, le travail devenait de plus en plus difficile en cuisine. Voilà, mais ça s'est bien passé l'été. Mais voilà, moi, dans un coin de ma tête, quand j'ai vu qu'il fallait que ça allait être tendu, j'ai demandé ce qu'ils avaient mis en place, un PGE, un prêt garanti par l'État à taux zéro. Et en Ouais. fait, quand j'ai demandé ce prêt-là, qu'on a eu, ben, il a fallu faire un plan de trésorerie. Et là, je fais un plan de trésorerie sur 1 an, 2 ans, en sachant que je vais accoucher, que je vais devoir embaucher pour me remplacer, que mon mari ne pourra pas faire tout seul. C'était le projet de toute façon. Ben, je fais un plan de trésorerie. En fait, je vois qu'on est en négatif pendant 1 an et demi Ouais, non. Bonjour le pour stress. absorber le trou de cette année-là, en fait. Donc là, je dis, attends, en fait, je vais devoir assez vite mettre mon fils chez la nounou ou à la crèche pour pouvoir licencier la personne rapidement, que ça coûte moins cher, que moi, je viens de travailler gratuitement. Et j'avais connu ça, en fait, à la fin de ma boulangerie. Je me suis dit, non, je vais me refaire des nœuds dans la tête d'aller travailler gratuitement, c'est pas possible. Et du coup, ben, j'avais une agence que je connaissais où j'ai dit, voilà, est-ce que ça se vend, un restaurant pendant le Covid? On m'a dit oui, on fait encore des ventes. Et donc, je lui ai juste glissé que si ça correspondait à une attente de quelqu'un, qu'elle me l'envoie. On n'a pas mis d'annonce ou quoi que ce soit. Et il y a eu des gens qui ont visité en octobre et c'est ce qu'ils voulaient. Et on a vendu. Du coup, là, ça a été refermé. Et là, pour le coup, ça a été fermé 7 mois. Et donc, vers la fin de ces 7 mois, on a finalisé la vente et on y est pu retourner. D'accord. Et là, encore une fois, c'était en quelque sorte une bénédiction, puisque au final, c'était quand même la restauration, c'est quand même un sacré job. Ouais, après, on était. Bah après, on l'a pas fait assez longtemps, sûrement, pour se rendre compte vraiment sur du long terme. Mais nous, on le vivait vraiment à la cool, quoi. On avait des horaires. En fait, on avait mis notre fils dans une école juste à côté. On arrivait, on l'amenait à 9 heures à l'école. Nous, on allait à 9 heures au resto. On faisait notre cuisine pour le midi. On faisait notre service du midi. Il finissait l'école à 4 heures. On avait fini, on allait le chercher. Et Ouais. on faisait ça du lundi au vendredi. Le mercredi, il venait avec nous. Et voilà, et on avait nos week-ends. Et quand il y a eu des fois, je sais pas s'il y avait un week-end de 3 jours, si on voulait fermer un lundi, on fermait un lundi. Enfin, voilà, et ça marchait de mieux en mieux jusqu'à ce qu'il y ait le Covid, en fait. On avait des bons retours, on avait de plus en plus de monde qui venait. Donc, on n'a pas eu le temps de se dire, oh là là, c'est épuisant. On le voyait Oui. pour le moment plutôt comme un truc avec ce qu'on avait vécu, parce que mon mari avait travaillé 2 ans avec moi à la boulangerie avant. Donc, avec tout ce qu'on avait vécu, les leçons qu'on avait tirées, on s'était quand même créé une entreprise qui nous convenait sur plein de points. D'accord. Voilà. Et là, aujourd'hui, après toutes ces expériences, est-ce que tu as eu encore une expérience avant de faire ce que tu fais aujourd'hui? Non, Non? Tu es non. passé à ce que tu fais aujourd'hui maintenant et comment tu en es arrivé là? Alors raconte-nous ce que tu fais aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je suis consultante en sommeil pour les enfants de 0 à 5 ans. Donc, j'accompagne les parents qui veulent comprendre, améliorer, optimiser le sommeil de leurs petits. J'en suis arrivée là parce que ben donc la vente se fait. Je passe du coup ben, la première année de vie de mon fils avec lui, alors que pour le grand, j'étais retournée bosser à 2 mois avec mon entreprise et j'avais trouvé ça très dur. Mhm. Et là, bah là, je me dis, je prends le temps avant de repartir dans un truc. Maintenant, je veux faire vraiment quelque chose qui me plaît. L'expérience de restauration, c'est pas que ça me plaisait pas, mais c'était un projet à deux. Ça répondait aussi à beaucoup d'attentes et de désirs de mon mari. Il y avait les miens, mais moi, il y avait plutôt mon expérience qui apportait quelque chose au projet. Mais est-ce que c'était vraiment Mhm. ça que je me voyais faire sur le long terme? Pas vraiment non plus. Et du coup, voilà, je me suis posée, réfléchi à une reconversion professionnelle. Et en fait, avant de monter la boulangerie, enfin pendant les 2 ans où s'était construit la boulangerie, moi, je savais que je m'étais un peu trompée, que j'avais pas su écouter vraiment ce qui m'animait à l'âge où on s'inscrit pour les études, et qu'en fait, je rêvais secrètement de faire des études de psycho. Donc pendant les 2 ans où s'est construit la boulangerie, j'ai passé par correspondance, parce qu'en même temps j'étais surveillante, je travaillais aussi, j'ai passé ma licence de psycho. D'accord. Et que là, je me suis rendu compte que quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est très facile.
Parce que les études que j'avais faites avant, j'avais fait du droit et du commerce, bah, c'était des études, quoi. Ça me faisait pas forcément kiffer de réviser. Là, j'avais pas besoin de réviser, en fait. J'ouvrais mes polycopiés, comme si c'était des livres que j'aimais, quoi. Et voilà, bon, il y a toujours une matière au milieu ou deux où c'est plus délicat, mais quand même, en général, voilà, souvent on me dit comment t'as fait ça chez toi en même temps que tu travaillais, t'allais jamais en cours. En fait, quand c'est un sujet qui t'intéresse, c'est pas un effort, quoi, en fait. Voilà. Donc j'avais cette licence-là, donc là je suis revenue sur ça, j'ai dit ok bon, euh, on va repartir peut-être dans cette voie-là. Après voilà, là, avec deux enfants, avec du coup pas trop de confort financier dû à ces expériences d'avant. Moi j'habite à la campagne, donc si je veux reprendre des études à l'université, bah, c'est trop loin, c'est des années sans gagner d'argent, tout ça c'est trop lourd. Et je réfléchis à plein de choses, je me renseigne sur plein de formation parce qu'il y a un outil en psycho que j'aime beaucoup, c'est le MDR, mais en fait ma licence ne suffisait pas pour aller dans les formations de MDR, il fallait avoir le master. Donc bref, j'explore toutes ces pistes-là. Je discute beaucoup avec mon mari parce que lui, il a fait le même chemin. Il est parti aussi dans complètement autre chose. Donc on est tous les deux à se dire qu'est-ce qu'on veut faire vraiment. Donc on discute beaucoup de tout ça et lui il me dit mais je t'ai toujours vu passionné de psychologie et depuis qu'on a des enfants passionné du développement de l'enfant, de l'éducation, de tout ça. Il faudrait que tu trouves un truc qui allie les deux. Et je dis oui, mais alors je cherche tous les métiers du côté des enfants. J'ai pas envie d'être instite, j'ai pas envie d'être nounou, j'ai pas envie non plus de ça. Je sais que ça c'est pas pour moi. Et du coup, ben en fait, mon second enfant, le premier, ça a été très très compliqué avec son sommeil pendant 3 ans. Mhm. C'est aussi pour ça qu'ils ont 7 ans d'écart, parce qu'on s'était dit plus jamais. On Mais a la mémoire courte des fois. voilà, donc ben, il a fallu oublier un peu au bout d'un moment pour se dire, bon, quand même, c'était pas si pire que ça, viens. Et, euh, et du coup, ben moi, mes deux garçons ont eu beaucoup de reflux. Donc forcément, il y a un reflux, le second qui le faisait beaucoup souffrir. Donc, un sommeil très très compliqué les premiers mois. Et quand il est allé mieux vers 7 mois, j'avais entendu, mais de loin, très loin, de la sœur d'une copine que elle avait consulté, elle m'avait dit à l'époque, un spécialiste du sommeil. Et donc là, ben, je dis à mon mari, écoute, on va pas repasser 3 ans d'enfer. Maintenant, en fait, je m'étais rendu compte que si tu veux, avec le reflux, le sommeil est devenu anarchique. À l'époque, je disais pas comme ça, mais c'est la sensation que j'avais. Et qu'en fait, Mhm. là, ben maintenant, il allait mieux, mais on fait comment pour l'accompagner vers un sommeil serein, un sommeil qui se passe bien? On fait quoi? Parce que je voulais pas refaire ce qui s'était passé avec l'aîné. Et du coup, j'ai consulté. Et quand j'ai raccroché, du coup, je dis, bon, ben voilà, c'est ça que je vais faire. Ah ouais. Voilà, j'ai raccroché, j'ai dit, ben, j'ai trouvé le métier que je veux faire, c'est ça que je veux faire. C'est venu comme ça. C'est incroyable. Et en plus, le sommeil, c'est une sphère qui est quand même assez importante dans la vie de tout le monde. Le mauvais sommeil de l'enfant, on est bien d'accord que ça impacte aussi ton sommeil à toi, Mm. et du coup ton humeur, et du coup ta capacité à relationner avec les gens de manière courtoise, on va dire, et d'être au meilleur de toi-même à ton job, et avec ton mari, et avec ton enfant. Et puis ça réduit ton système immunitaire, le système immunitaire de l'enfant, parce que le sommeil, c'est pas juste dormir en fait. Mm. Ça couvre une sphère du bien-être beaucoup plus énorme. Euh, qu'est-ce que Com- Comment tu as fait? Tu as observé ton enfant, ta consultation, tu as eu plein de déclics, tu es allé te renseigner, tu as lu, qu'est-ce que tu as fait? Ah, en plus de ton expérience de maman, parce que forcément, ça, c'est le meilleur, le meilleur des Pour chemins, en, on va dire. pour en faire mon métier, tu veux dire? Ouais. Bah, du coup, le premier rendez-vous que j'ai eu, donc déjà, la première étape, c'est que j'ai compris que j'ai trouvé ça très, comment dire, ça m'a soulagée de plus entendre ce qu'on m'avait dit pour le premier, bah, il suffit de le laisser pleurer. Ouais. Là, on m'a proposé une autre solution. Et la solution que m'avait proposée cette personne m'a aidée, mais il y avait quand même un petit ajustement des choses qu'il fallait faire qui, moi, me correspondaient pas à 100% et quand je les faisais, ça me parlait pas. Mais ça m'a aidée pour la journée. C'est-à-dire que à ce moment-là, grâce à elle, à ce qu'elle m'a proposé de faire, notre fils s'est mis à s'endormir tout seul pour les siestes.
Donc déjà, la journée, on le posait dans son lit. Alors, je fais une parenthèse, je dis pas que l'endormissement autonome est l'objectif, hein, mais moi, c'était le mien. Et du coup, voilà, grâce à elle, en tout cas pour les siestes, le matin, l'après-midi, je le posais dans son lit, il s'endormait, et puis je voyais qu'il commençait à rallonger ses siestes, et il y allait très cool au lit, quoi, avec ce qu'on avait réussi à faire avec elle. C'était encore compliqué le soir et la nuit, mais après, en fait, il y avait 2 mois de vacances d'été où on était à droite à gauche, on est allé beaucoup chez nos parents parce que nous, on avait mis notre appartement en location et tout ça, et donc j'ai pas voulu insister sur ça. Je me suis gardée dans un coin de la tête que je voulais faire ce métier. Et moi, voilà, le sommeil de mon enfant, ça allait mieux la journée. Et du coup, j'ai fait des recherches en fait de formation. Voilà, l'été, j'ai cherché des formations. Et je suis tombée sur une formatrice qui s'appelle Marie-Pierre Villeneuve et qui est au Québec, qui a Mhm. son entreprise s'appelle Beden Urbaine et donc elle est consultante en sommeil et elle est aussi formatrice de consultante en sommeil. Et j'ai trouvé très intéressant tout ce que j'ai trouvé sur son site. Et du coup, on a échangé. Elle m'a donné plein d'infos. Et donc, en septembre, je lui ai dit, non, je sais plus te dire l'année. J'arrive plus les années, mais bref, peu importe. Cette année-là de réflexion, ça devait être 2021. 2021. Et en septembre, je lui dis, ben, du coup, je veux me former avec toi parce que j'ai envie de faire ce métier. Mais moi, avec mon fils, je suis pas encore satisfaite de son sommeil, c'est encore compliqué, je suis encore très fatiguée. Et du coup, pour entre guillemets tester au mieux ton approche et comment tu aides les parents, ce qu'elle allait me transmettre à moi, ben je voudrais être ta cliente d'abord. Donc elle a été très sympa, elle m'a dit ben je te fais un accompagnement pour ton fils et si après tu décides de te former, je te le déduirai de la formation. Et donc elle m'a accompagnée en septembre pour mon fils et là j'ai adoré, il y a tout qui me correspondait et depuis il dort très bien. Et l'endormissement a plus été un problème, il s'est mis à faire ses nuits, il avait donc 10 mois. Et D'accord. voilà, et du coup j'ai commencé tranquillement la formation. C'était une formation en ligne en fait où j'avais des modules avec de la théorie, des cas pratiques à lui renvoyer, à valider, tout ça. Je l'ai fait de septembre à janvier 2022. En janvier D'accord. 2022, j'ai eu mon certificat avec elle. Et donc là, les mamans qui vont nous écouter, qui sont en pleine crise de sommeil de leur gosse, vont absolument vouloir savoir comment ça se passe. Tu fais un premier appel, c'est ça? Alors là, c'est tout nouveau, tout récent. Du coup, ça fait 1 an, on va dire, que je fais cette activité parce que après, j'ai le temps de se lancer, tout ça. J'ai fait d'autres formations aussi. J'en ai fait une autre sur le sommeil avec une autre personne. Et voilà. Et après, j'ai eu un hiver où je pense post-Covid, tout ça, je sais pas si on a tous un peu vécu ça, mais pendant des mois, entre nous quatre, toujours un malade. Mais vraiment, ça s'est enchaîné pendant cinq Oui, mois. ben oui. Voilà. Et puis Oui, oui, normal. c'était pas nous. Si c'était pas nous, c'était la nounou. Donc du coup, j'avais mon petit avec moi. Donc j'ai passé quelques mois une fois où j'ai eu mon certificat où j'ai pas lancé grand-chose. Et après, donc voilà. Donc après là, aujourd'hui, en janvier 2024, j'ai un peu plus d'1 an d'expérience avec mes clients. Et en fait, j'ai trouvé une limite dans mon travail, c'est que dans le premier rendez-vous, je leur dis trop de choses. Je leur mets la tête comme une pastèque parce qu'il y a beaucoup de choses pour moi à savoir pour comprendre ce qu'on Mhm. fait. Pour pouvoir agir, il faut comprendre la différence en fait entre le sommeil d'un bébé et le nôtre. Il faut comprendre comment ses besoins, il faut comprendre plein de choses. Et pas se taper une formation entière sur le sommeil, mais avoir juste les indispensables à comprendre et à connaître quand t'es parent. Que, en fait, je trouve que moi, du coup, mon expérience sur les deux en tant que maman, que toute la grossesse, on nous fait toute une préparation et un monde de l'accouchement, que c'est très bien, hein, mais qu'au final, ça dure un jour hein, dans ta vie de maman, ton accouchement. Après, il Oui. y a tout le reste où bah, tu te retrouves chez toi et tu sais pas et tu te poses des questions. Est-ce que c'est normal qu'il dorme autant? Est-ce que c'est normal qu'il dorme à cette heure-là? Est-ce que tu as des questions tout le temps? Et du coup, maintenant, comment ça se passe? C'est tout nouveau depuis janvier pour accompagner. Donc, je me le suis créé l'année dernière à force d'expérience avec les parents. J'ai créé donc un programme avec des audios. J'ai Mhm. essayé vraiment de le penser, voilà, parce que moi j'ai été cette maman de le penser pratique et avec une maman ou un papa qui est fatigué. Et du coup, c'est un programme avec des audios, il y en a à peu près une vingtaine, et en fait, c'est des audios de maximum 10 minutes. Et c'est pas le but de devenir un grand savant sur le sommeil, c'est vraiment les infos
j'ai condensé vraiment celles qui sont nécessaires à comprendre. Et après, on fait le premier rendez-vous. Comme ça, dans le premier rendez-vous, on rentre direct dans le vif du sujet du sommeil de cette famille et de cet enfant. J'ai plus besoin d'expliquer toute la base. Après, dans ces audios, c'est vraiment juste, on va dire, de la théorie, de la base à comprendre. Et après, un rendez-vous avec les parents. Là, on rentre dans le vif du sujet de ce qui se passe pour eux et de leur définir avec eux leur objectif. Et comme tu disais, le sommeil, c'est tellement global, on est amené à parler de tout. Il y a des parents avec qui on va parler de leur parentalité. Des fois, juste définir les objectifs, on se rend compte qu'en fait, c'est compliqué, qu'ils avaient envie d'un dormissement autonome, mais qu'en fait, ils sont pas d'accord. Que du coup, en fait, c'est parce que quelqu'un leur a dit qu'il fallait faire ça, mais que la maman, elle est pas prête. C'est une étape hyper importante parce que quand on fait quelque chose avec un enfant, que ce soit le sommeil ou autre chose, si on n'est pas convaincu, j'ai envie de dire, on perd son temps et son énergie. L'enfant, il le Oui. sait. Il y a le double message de alors elle m'apprend à m'endormir toute seule, mais elle est pas sereine avec ça, du coup je vais pas m'endormir toute seule. Il y a un souci, c'est pas ok quoi en fait. Donc la première étape voilà c'est de définir ensemble ce qu'on fait, puis après moi je les guide là vraiment avec des conseils pratiques comme moi elle a fait avec moi pour arriver à leurs objectifs. Je travaille avec un suivi, moi j'y crois énormément et je, je me refuse on va dire à travailler sans suivi. Parce que Mhm. c'est toujours pareil. Moi, j'ai peur que voilà enfin, je veux pas que les parents ils aient dépensé leur argent et 1 heure ou 1 heure et quart en visio avec moi pour après être livrés à eux-mêmes. Il y a très très peu de chances qu'ils aillent au bout de leur objectif en fait tout seuls. Oui, oui, non, mais de toute façon, à partir du moment, c'est une forme de coaching que tu Oui, offres. oui, c'est Enfin, moi, ça. je le vois comme ça. Ouais. Et si tous les coachings que j'ai pris où il fallait juste regarder des vidéos et ensuite il n'y avait pas de suivi derrière, ben, je les ai pas fait, tout simplement, Ouais, hein. ouais. Voilà. Bah, Et moi, surtout je que suis honnête avec moi-même, mais il y a des gens qui auront pris les mêmes formations que moi et qui auront dit, ah non, mais ça marche pas. Non, mais voilà. clairement, ça a pas marché parce que je l'ai pas appliqué, en fait. Oui. Oui, Voilà. là tu peux, si tu es très motivé, l'appliquer tout seul, mais en même temps, je sais que dans les jours qui viennent, il y a un moment où il y a quand même une petite question. Il y a quand même, moi j'ai des parents des fois dans le suivi qui me recontactent, je sais pas, au bout de 4 5 jours, qui me disent bon ben on a appliqué ce que tu nous as dit ou ce que vous nous avez dit et là au bout de 5 jours ça va pas du tout mieux. Puis je creuse, je leur pose des questions, ça va pas mieux dans quel sens, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, moi je vois qu'il y a une étape qui a avancé, mais eux le voient pas. Parce qu'en fait, leur besoin, il est tellement immense que ça se passe super bien, que les petites étapes, ils les voient pas. Donc, le fait de leur montrer, d'en parler, de réajuster des fois. Parce que c'est pas la peine non plus de rester 10 jours, 15 jours sur quelque chose si vraiment c'est le cas qu'en fait ça empire et que l'enfant il s'énerve trop. Du coup, Mm. on réajuste aussi. Le suivi, il sert à ça. Moi, je peux pas garantir qu'en 1 heure de visio, j'ai trouvé le plan idéal de cette famille. J'essaye au maximum, mais si ça se trouve, en fonction des réactions de l'enfant, de ce qui va se passer, de ce que les parents ont bien voulu me dire, voilà, il y a des mamans qui arrivent pas à le voir au premier rendez-vous, qu'en fait, l'objectif leur va pas. Mais oui, Donc, non, mais on en reparle après. Donc, voilà, avec le suivi. Donc, je travaille avec un suivi de 1 mois sur WhatsApp. Donc, en fait, elle peut me laisser Mhm. j'essaye que ce soit le plus pratique possible pour le parent, en fait. Elle me laisse un D'accord. vocal quand elles vont en voiture au travail, par exemple. Ils m'écrivent à l'heure qu'ils veulent. S'ils y pensent à minuit de m'envoyer un message, ils me l'envoient. Moi, c'est moi qui me gère, en fait, les heures de temps de travail où je leur réponds. Et du coup, ils m'écrivent quand ils veulent. Et après, on se refait un second rendez-vous vers la fin. Et, euh, et en général, même, il y a eu, c'est assez drôle parce qu'il y a eu forcément des parents, en fait, au second rendez-vous, tu te dis, ben maintenant, ils ont atteint leur objectif, tout va super bien. Est-ce que ce second rendez-vous va servir? Et on le prend, et en fait, on arrive à parler 3 quarts d'heure quand même du sommeil de leur enfant parce que il y a besoin peut-être même de comprendre encore mieux ce qui s'est passé, d'être sûr de le maintenir pour la suite et des clés pour la suite, parce que le sommeil c'est évolutif. Donc moi, quand je te dis que mon petit, il y a 10 mois, il a super bien dormi, depuis il y a eu des étapes de dingue où ma formatrice m'a aidée aussi. Oui. Parce que il y a des choses, il y a la vie, il y a l'enfant qui grandit, il peut y avoir l'entrée à l'école. Alors, des régressions du sommeil, ça veut pas dire qu'il faut consulter à chaque fois, mais voilà, j'aime bien quand c'est fini, qu'ils ont atteint leur objectif, pouvoir parler de l'après aussi, quoi. Oui, et bizarrement, c'est vrai ce que tu dis, on nous prépare énormément, ça m'a frappé quand tu l'as dit, on nous prépare énormément à l'accouchement. Bon, alors c'est super, hein, entre vous et moi, la Mm. préparation à l'accouchement, c'est quand même super important, mais on en fait des caisses
et on ne fait rien pour l'après. C'est vrai Mm, que moi j'avais eu des neveux, donc je savais un petit peu comment ça fonctionnait, mais ma relation avec mes neveux était pas du tout la même qu'une relation mère à l'enfant, donc il a fallu que j'ajuste. mm, Et c'était pas, et à des fois c'était pas du tout rigolo. Mais tu te sens seule. mm. Tu te sens seule en tant que maman parce que t'es crevée, parce que t'as même pas le temps d'aller te brosser les dents, de te laver les cheveux, parce que dès que tu poses ton gosse, il hurle et t'as personne qui te Mm. donne une solution. Donc c'est vraiment, Lucie, tu es une bénédiction dans la vie des mamans. J'espère que t'en as bien conscience parce que franchement, Bah, ça c'est vraiment, c'est... oui, c'est vraiment pour ça que je le fais parce que moi, j'ai vécu la différence entre les deux et sur le premier, mais ça en est venu, je le disais tout à l'heure en plaisantant, mais ça en est venu au point qu'on n'en voulait pas d'autre avec mon mari. Mais oui, je Parce comprends. que on n'avait rien contre lui, on l'aimait de tout notre cœur, ça a rien entaché de notre lien d'attachement et de notre relation. Mais par contre, tu te sens, en fait, c'est souvent, moi, j'avais fait des posts sur ça et que j'explique aux parents, le sommeil anarchique de ton enfant n'a rien à voir avec tes compétences parentales, en fait. Non. Rien. Sauf que la première question qu'on se dit, c'est qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je fais de Oui. mal pour qu'il dorme pas comme celui de ma copine, là? Alors voilà, moi, le premier, j'avais 26 ans, j'avais personne autour de moi avec des enfants, je n'avais pas été tata ou quoi que ce soit, rien, rien du tout. La génération d'au-dessus qui te dit je me rappelle pas. Et donc voilà, donc j'avais aucun référent, donc mes références c'était des professionnels. Ben, je suis tombée sur un pédiatre qui m'a dit ah ben un bébé ça pleure, vous saviez pas? Donc voilà, un bébé ça pleure et ben du coup c'est comme ça. Et donc là même pas de solution de rien du tout. Et après j'en ai parlé avec un psy et qui m'a parlé de ça, de le laisser pleurer. Et je l'ai fait, et ça m'a tordu le ventre. Il fallait que j'aille, que je sorte de la maison tellement c'était horrible. Et en termes de résultats, en plus, oui forcément il y a des résultats parce que l'enfant on lui apprend qu'il a beau hurler pendant une demi-heure, on ne viendra pas. Donc au bout de quelques jours ou une semaine, il arrête de hurler, hein, il sait qu'on viendra pas. Mais bon, ça, dans ce qu'on, c'est pas le message qu'on veut envoyer à notre enfant en fait. Ben, Et pour donc la moi, c'est, construction de la confiance mère-enfant, je suis pas moi, sûre que ce soit... ben, moi, ce qui s'est suivi de ça, c'est qu'il y a eu derrière ça, il y a eu 1 an et demi. Moi, j'appelais ça à l'époque des insomnies, mais je sais maintenant que je suis formée à ça, que ça s'appelle des éveils longs. C'est-à-dire que pendant 1 an et demi, mon fils, il pouvait être réveillé de minuit à 3 heures, de 1 heure à 4 heures, et il voulait plus que je le remette dans son lit en fait. Mais oui. Et là, on fait que te dire, mais c'est peut-être parce que tu es stressé par ton entreprise, il doit le sentir. C'est peut-être parce que, enfin, voilà, donc c'est que des choses comme ça. Des choses qui sont pas fausses. C'est vrai que les enfants sont des éponges et que tout ça, c'est vrai, moi j'en parle avec, mais vraiment avec des grosses pincettes. Je dis toujours aux mamans, l'idée c'est de comprendre, pas de culpabiliser. Et Oui. la vie, elle est faite qu'il y aura toujours des moments où nous, on va traverser quelque chose de difficile pour nous et ils vont le sentir. Mais déjà, quand on comprend, c'est ok, quoi. Je Et dis, oui. voilà. Donc voilà. Et après, quand j'ai vu la différence, en fait, moi, j'ai vraiment, ce que j'ai beaucoup aimé avec le deuxième accompagnement que j'ai eu avec ma formatrice, c'est que elle le dit, elle, comme ça, elle dit, en fait, et c'est comme ça qu'elle nous a formés, on est un partenaire avec le parent, en fait, on va se prendre main dans la main, on va y arriver. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai adoré dans le suivi. Moi, je pense que elle, c'était par mail. Je pense que tous les 2 jours, je lui envoyais un mail. Pas des questions énormes, mais des trucs de, ben, moi, mon fils, à l'époque, il était debout. Et je lui dis, ben, en fait, qu'est-ce qui se passe? Que je le rallonge 10 fois, puis du coup, ça le fait rire sur des petits trucs comme ça. Puis elle me disait comment faire pour qu'il le prenne pas comme un jeu. Et puis voilà, et puis après, pendant 2, 3 jours, j'essayais, puis après, je lui reposais une question. Mais en fait, il y a un truc qui est assez dingue que moi j'ai vécu donc en me faisant aider et que j'ai des clientes qui vivent avec moi, des clients, parce que souvent ils sont en couple, aux consultations. Il y a un peu le syndrome de la première nuit, c'est-à-dire que le jour où ils ont eu rendez-vous avec moi, cette nuit-là, l'enfant dort super bien. Et ils n'ont pas encore mis en place quoi que ce soit. Ouais. Ça veut bien dire qu'il y a un bénéfice juste déjà d'avoir du soutien en fait. Oui. Bah Je oui, pense complètement. que on dit il n'y a rien de magique dans le sommeil et tout ça. Non, moi, tout ce que je leur dis après de mettre en place, c'est pas magique, ça prend du temps, on réajuste, il faut de l'énergie, il faut du tout ça. Mais il y a quelque chose de magique dans le soutien quand même, je trouve. Parce que, alors ça arrive pas chez tout le monde, mais il y en a qui me disent le lendemain, mais c'est dingue, j'ai encore rien mis en place, il a trop bien dormi cette nuit. Oui, mais Et alors ça c'est l'effet coaching en fait, à ouais, n'importe quel niveau, c'est que tu te positionnes autrement parce que tu as décidé.
Et je pense que ça apporte beaucoup de puissance. Ouais, Et il y a beaucoup de gens qui perdent leur temps à lire des bouquins, à essayer des trucs, ouais, alors que non, faites-vous accompagner. Arrêtez ouais, de vous taper sur la tête, ouais. faites-vous accompagner, vous gagnerez du temps, de Ouais. l'énergie, de la santé, vraiment, c'est très important. Et ben oui, c'est ça, quoi, le truc de la première nuit. Et moi, je l'ai vécu. Et alors, pour te dire à quel point j'avais rien mis en place, c'est que j'ai couché mon fils. Et comme elle allait au Québec, j'ai eu le rendez-vous avec elle. Moi, il était 21h. Il était déjà au lit. Et cette nuit-là, la première fois de sa vie qu'il se réveille pas. Donc le lendemain, je lui dis, bah c'est bon, j'ai plus besoin du suivi. Elle m'a dit, non, non, c'est la première nuit, ça va pas le faire à chaque fois. Mais je me suis dit, ça veut dire que juste, je sais pas, dans ma posture, dans mon énergie, dans les énergies de la maison, du coup, il a peut-être senti qu'il y avait un truc qui était apaisé parce que moi, j'ai senti que j'ai raccroché avec elle et que j'ai fait, ok, c'est bon, on n'est plus tout seul. On a quelqu'un qui posait toutes nos questions, même si on a l'impression qu'elles sont bêtes. On a quelqu'un qui nous dit, en gros, je vais pas te lâcher tant qu'on n'a pas réussi, quoi. Mm. Donc, et ça, du coup, tu te sens déjà 10 fois mieux, tu te sens beaucoup plus motivé pour mettre des choses en place, et puis t'es plus perdu. Parce que comme tu disais, le truc des livres et tout ça, c'est ça en fait, c'est que de se faire coacher aussi, il y a un gain de temps. Parce que quand t'es crevé, que t'as ton job, que tu viens d'avoir un enfant, et quand il faut lire des livres, des articles de blog, des machins, oui, tu peux trouver des pistes et ça peut aider, mais il faut avoir le temps et l'énergie de faire ça. Ben, le coaching, clairement, il t'offre la clarté parce que la personne qui est en face de toi, quand Ouais, elle va t'écouter, elle va dire là, c'est ouais, là qu'il faut aller, le chemin, ouais, c'est celui-là. Et toi, tu y es passé devant 150 milliards de fois et tu t'es jamais arrêté. Tu t'es non, jamais ouais, dit c'est par là qu'il faut que j'aille. Alors que la personne en face de toi, elle te dit si, si, c'est ça. Et là, tu te dis mais putain, mais c'est aussi simple que ça. Mais ça vaut 10 fois le prix que je paye, en fait. Très clairement. ouais. Et ma formatrice, tu vois, elle fonctionne pareil pour justement que pendant son heure de coaching où on est avec elle, moi quand j'étais sa cliente, ben, ce soit direct dans le vif du sujet, de pouvoir vraiment parler de ma situation, de mon fils, de comment ça se passe et qu'est-ce qu'on met en place. Elle proposait la même chose, c'est-à-dire elle travaille comme ça aussi, elle veut pas se mettre à expliquer toute la théorie pendant 1 heure, en plus c'est indigeste. Du coup, elle, il fallait soit avoir pris un atelier avec elle ou lu son livre avant. Donc j'ai lu son livre. Heureusement, elle a réussi, je lui tire mon chapeau pour ça, à faire un livre très facile à lire. Mais moi, je le lisais parce que j'avais derrière la tête l'idée d'être consultante en sommeil après. Mais j'aurais été, voilà, juste une maman qui veut se faire aider. Je sais pas si le livre, ça m'aurait pas un peu rebuté, tu vois. Enfin, parce que moi, j'étais à un stade là, ça y est, j'étais trop, trop, trop fatiguée. Et d'ailleurs, souvent, les gens attendent de trop. Justement, il y a des fois, Mm. quand c'est trop un épuisement, c'est dommage de ne pas avoir fait un peu avant. Mais ça, c'est parce qu'il faut du temps que ce métier soit connu, de savoir qu'on peut se faire accompagner. Et c'est pour ça que voilà, je travaille aussi. Tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, d'en parler et tout. Et c'est une double communication. C'est oui pour faire connaître mon entreprise, mais pour faire connaître le métier de manière générale, en fait. Parce que moi, si j'avais su pour le premier, je l'aurais fait. Ah mais grave, j'imagine. Il y a des parents aussi qui font un premier enfant qui dort très bien et qui en font un deuxième où c'est la cata et là tu te dis mais qu'est-ce que j'ai raté avec celui-là? Ah ouais, En alors fait, là, c'est coup double parce que quand c'est dans l'autre sens, ça va. Mais là, j'ai eu une maman la semaine dernière, elle m'a dit ça et elle me dit, du coup, je veux comprendre ce qu'on fait de mal avec le second. C'était sa question tout le temps pendant le rendez-vous. Je dis, mais rien. C'est le premier qui est pas normal de dormir 12 heures à 2 mois. C'est lui qui. c'est- Je blague, il n'y ouais. a pas de normal ou pas normal, mais c'est que c'est tellement vaste et tellement aléatoire d'un être humain à un autre que du coup, voilà. Mais ça vient de suite se dire qu'on est un mauvais parent, qu'on est nul et que voilà. Et en plus, dans le fait de chercher soi-même dans des livres et tout ça, on peut avoir deux livres qui disent le contraire. Et il y en a Complètement. un qui va peut-être être une solution pour une famille et l'autre une solution pour une autre famille. C'est pas de dire qu'il y en a un qui est mauvais, un qui est bon. Mais c'est l'idée du coaching, c'est que comme on est des êtres humains qui échangent ensemble, moi je capte ce qui va leur convenir à eux. Et après, bien sûr, on travaille sur les attentes réalistes aussi. Il y a une partie de la théorie que j'explique justement dans les audios qui sert à comprendre comment ça fonctionne et que ben, on peut pas demander à un bébé de 2 mois de dormir 12 heures, même s'il y a toujours quelqu'un qui va venir dire si, le mien il le fait. Mais tant mieux, moi en général, il me consulte pas celui-là. Oui, oui, oui. Puis en général, ils énervent beaucoup les autres, ces gens-là. Ouais. Mais c'est marrant parce que dans les statistiques, il n'y en a pas beaucoup. Mais Non. vraiment pas beaucoup. Moi, je me suis penchée là pour le programme audio. Je leur ai mis justement pour les déculpabiliser, les parents, quelques chiffres.
Et je me suis penchée sur ça, les statistiques, et c'est vraiment très très rare, mais il y a quand même tous les parents qui ont eu une copine ou quelqu'un qu'ils connaissent ou qui au Mm. boulot ou je sais pas où, ou au supermarché qui leur a dit ah moi le mien il faisait ses nuits à 2 mois. Donc c'est fou parce que dans les statistiques il y en a très peu, mais il y Oui, a voilà. je pense qu'il y a beaucoup d'amnésiques dans le lot. Ouais. Et puis après, moi, ça m'a détendu quand je me suis penchée sur ça, parce que faire ses nuits, en fait, ça veut dire dormir 5-6 heures sans manger. Donc je dis, bah, en fait, moi, le mien qui pendant 3 ans m'empêchait de dormir, bah, il faisait ses nuits depuis qu'il avait 3 mois, en vrai. Oui, Si on les prend juste comme ça 6 heures sans manger, bah ouais, il le fait, hein, sans problème. Euh, mais du coup, il y a, voilà, il y a, bah, le problème, c'est, quand on parlait tout à l'heure de la grossesse, c'est que je trouve que voilà, pendant la grossesse, alors pour le moment, c'est pas mon cœur de métier, mais c'est mon projet pour plus tard. Là, je développe vraiment d'aider les parents fatigués ou en quête de solution avec leur enfant qui est maintenant déjà là. Mais l'étape d'après, et ma formatrice, ça va dans ce sens-là aussi, on voudrait vraiment que ça soit quelque chose, qu'il y ait quelque chose de fait pendant la grossesse, en fait, sur ça, oui, et qu'il y ait comme de la prévention, en fait. Et mais oui, parce qu'en fait, pendant la grossesse, non seulement on ne t'explique rien sur la physiologie de ce petit être humain que tu ramènes à la maison, et aussi on te rajoute quand même, faut en profiter, dormez bien hein, avant qu'il arrive. Donc on oui, te rajoute, la seule chose qu'on te dit sur le sommeil, c'est que ça va être très dur. oui. Donc en fait, t'accouches en te disant déjà, ah, aïe le sommeil. Et du coup, en fait, on vient juste mettre du stress sur le sommeil et pas d'infos, rien du tout. Et c'est dommage que ça soit comme ça dès le début. Ah oui, mais clairement, oui, il y aurait un peu de prévention, ça serait pas plus mal. J'ai hâte que tu sortes ton programme pour que les femmes enceintes se jettent sur toi parce que Mm, clairement, en France, on a de gros progrès à faire dans beaucoup de choses, mm, dans l'éducation, mais aussi là-dedans, dans la mm, prévention pour les femmes enceintes. mm. Lucie, on arrive au Oui. bout de ce podcast. Mm. Je vais noter dans les show notes du podcast, je vais noter ton compte Instagram. C'est là où on te retrouve le plus facilement? Oui, et sur mon compte Instagram, il y a aussi le lien de mon site internet. Et moi, je dis à tout le monde, n'hésitez pas, même le numéro de téléphone. Et je vais essayer de le mettre le plus visible partout. On peut m'appeler, m'envoyer ce qui les arrange. Instagram, je vois tous les jours. Mon site, il y a mon numéro de téléphone, il y a mail, il y a ce qu'ils veulent. Voilà. Super. Et oui, parce que quand on Mm. peut plus, il faut vite trouver la bonne information. Merci beaucoup, Lucie. Ça Merci m'a à fait toi. très plaisir d'avoir cette conversation avec toi. J'espère que beaucoup de mamans et de papas vont te contacter parce que vraiment, s'il y a bien quelque chose dans lequel il faut investir, c'est son bien-être et ce que tu offres, c'est juste génial. Merci, Lucie. Merci à toi, merci beaucoup.